Les lives du refuge de la misère. Sur la thématique du travail décent et de la protection sociale. Rencontre avec Maître Beckham et Maître Assine. On reprend notre journée mondiale du refuge de la misère. Vous êtes en direct de Libourne, de l'esplanade François Mitterrand, pour cette journée si spéciale organisée par le collectif du refuge de la misère. Vous êtes en direct sur les réseaux sociaux, Instagram, et comme ça tous les gens qui n'ont pas pu venir ici peuvent également participer à cette journée. Pendant une heure, une émission spéciale avec mes invités. Nous avons Florian Beckham, avocat au barreau à la Cour de Libourne, spécialiste en droit du travail et droit de la sécurité sociale également. Bonjour Florian. Bonjour Nicolas et bonjour à tous. On accueille aussi en plateau Madame Assine, avocate au droit de la famille. Donc si vous avez également des questions en lien avec la famille, Madame Assine est là aussi pour vous répondre. Sachez que cette émission est participative. J'ai branché mon téléphone portable et vous qui nous écoutez sur les internets ou même ici même dans la ville, vous pouvez m'appeler à tout moment, vous posez vos questions en direct et Florian Beckham va tenter d'y répondre. Et si quelquefois il y a un litige avec votre employeur ou je ne sais quelle situation, on va essayer de résoudre le problème en direct. Là, voilà, un peu. On va essayer ça, ouais. On se prend un peu pour Julien Courbet, c'est comme ça que ça marche. Mais d'abord, votre journée type, Florian Beckham, ça commence par quoi? Ça ressemble à quoi? Je ne veux pas être très original, ça commence par le café, bien sûr. Oui. Après, les journées se partagent classiquement entre les audiences au palais de justice, les rendez-vous avec les clients et le travail dans les dossiers. Quelle est la proportion de nouveaux clients qui arrivent et qui ont des demandes, de clients qui sont déjà en audience, en jugement, enfin il y a une procédure judiciaire qui est en cours et que vous devez défendre, et la partie administrative qui n'a pas l'air d'être négligeable non plus dans le droit du travail, hein. Ça, vous savez, c'est le casse-tête de l'artisanat. C'est-à-dire que trouver un équilibre entre le travail que vous êtes en train de faire, le travail que vous aurez à faire dans les semaines ou dans les mois à venir, et voilà, trouver le juste équilibre pour faire un travail de qualité et avoir la satisfaction du travail bien fait. Voilà, donc ne pas trop en faire, mais quand même en faire suffisamment le fonctionnement. Voilà, donc ça c'est une alchimie assez subtile. Et pour vous, Madame Assine? Alors moi j'ai à peu près les mêmes journées que Maître Beckham puisque je fais le même métier. Donc je suis partagée entre les mêmes fonctions. Ce que je peux vous dire, c'est que les journées ne se ressemblent jamais, puisque effectivement parfois on est pris sur des journées entières en audience ou pas. Il peut y avoir des expertises à l'extérieur, le temps de travail, le temps de réception des clients. Donc nos journées ne se ressemblent pas, mais le travail reste toujours le même. Et effectivement, c'est très compliqué parce que même si on travaille alors dans des cabinets à plus petite grandeur et dans des cabinets individuels avec des petits effectifs, parfois vous avez des grosses structures. Mais ce qui reste compliqué, même si ce sont des professions libérales, c'est un peu la gestion du temps. Voilà. Puisque même si on est censé être libre, on est quand même pris par des contraintes de temps, d'audience, de rendu. D'enquête. Voilà. D'enquête aussi, parce qu'il y a tout un travail de... Il y a un travail d'examen de pièces. Vérification des preuves, etc. Ouais. Voilà, il y a tout un travail. Il faut faire un peu la différence parfois entre ce que va vous indiquer le client et la réalité du dossier que vous avez sous les yeux. Voilà. Parfois ça concorde, parfois un peu moins. Nous avons un premier auditeur ou une première auditrice qui nous appelle pour répondre en droit du travail. Allô, qui est à l'appareil? Je dirais que mon travail est relativement loin de mon domicile et je voudrais savoir si je peux obtenir des aménagements de la part de mon employeur. S'il y a quelque chose qui est prévu pour les transports, puisque l'essence cher, ou alors s'il y a des aménagements avec le télétravail, et quelles sont les démarches à suivre. Alors, merci. Comment vous appelez-vous, madame? Madame Dupont. Madame Dupont, donc vous travaillez dans le Castillonnais, c'est ça? Oui, c'est ça. Et alors, si je comprends bien, vous cherchez des solutions pour pouvoir vous rendre à votre travail à moindre coût, parce que ça vous coûte trop cher par rapport à ce que vous gagnez, hein, c'est ça? Absolument, oui, je travaille au SMIC,
Alors, je sais pas si ça s'appelle encore comme ça, mais en tous les cas, c'est un petit salaire. Et oui, et oui. Alors, Florian Beckham, est-ce que vous avez des compétences pour répondre à notre auditrice, Madame Dupont, donc, pour qu'elle puisse se déplacer et se rendre à son travail sans que ça lui coûte trop cher? À vrai dire, c'est effectivement une problématique à laquelle beaucoup de salariés sont confrontés, surtout dans les territoires où on n'a pas toujours les moyens de transport en commun suffisamment développés. Vous pouvez naturellement essayer de bénéficier peut-être d'aides locales, que ce soit au niveau des municipalités ou au niveau du département, par rapport à des problématiques de mobilité. Après, pour ce qui concerne les obligations à la charge de votre employeur, malheureusement, le Code du travail en tant que tel ne prévoit pas de participation directe à vos charges de transport. Alors, il se peut qu'il y ait des accords collectifs, par contre, qui prévoient des dispositions spécifiques en la matière. Donc, il faudrait connaître votre convention collective pour voir si, dans le cadre des négociations entre les partenaires sociaux, il n'y a pas eu de système, de dispositif prévu spécialement. Ça peut être une première piste. Et si elle prend les transports en commun, cette Madame Dupont, l'entreprise n'est pas obligée de payer la moitié du déplacement. Il n'y avait pas une histoire comme ça? Si, alors, et plus particulièrement en région parisienne, à vrai dire. Il y a une obligation de prise en charge d'une part des transports. Mais là, malheureusement, je pense que dans le Castillonnais, c'est pas forcément le cas. ça ne sera pas le cas. D'accord. La solution qui peut être effectivement pertinente, ce serait de prévoir une partie de télétravail si vos fonctions vous permettent de télétravailler. Ça peut être une proposition efficace pour limiter vos déplacements, à négocier avec votre employeur, bien sûr. Et une prise en charge également, d'ailleurs, un remboursement des frais qui sont induits par le télétravail, puisque le télétravailleur a à son domicile un poste de travail, des moyens de travail qui sont mis à sa disposition, et parfois doit s'abonner à Internet, prévoir des systèmes de téléphonie, etc., un ordinateur. Et ça, il y a un accord interprofessionnel qui prévoit tout un dispositif de remboursement de ces frais. Qui doit-elle aller voir, cette dame, pour négocier soit ce télétravail, soit ces aides pour se le rendre? télétravail, ça se met en place avec l'employeur. Directement? Oui, directement. Oui. Souvent, maintenant, les conventions collectives prévoient des modalités de mise en place de ce télétravail. Alors, il est certain que c'est plus facile dans les entreprises avec un effectif déjà significatif. Dans les très petites entreprises, il y a moins de souplesse et c'est plus difficile d'organiser ça. Mais dans une entreprise de taille moyenne, c'est tout à fait envisageable. D'accord, ok. Ben, merci, j'espère qu'on a répondu à votre question, Madame Je peux Dupont. compléter pour Madame Dupont. Oui. Il y a une solution qu'on a créée parce que nous, justement, on cherche à répondre aux besoins du territoire et votre histoire, elle est multipliée par des milliers de personnes qui ont des problèmes de mobilité pour aller au travail et pour aussi d'autres sujets, pour aller à l'hôpital, pour se déplacer, même quand on est senior et qu'on cherche à aller au marché, c'est parfois difficile. Donc, du coup, nous, on a créé un pôle mobilité. Et donc, si vous souhaitez aller à votre travail parce que vous n'avez pas votre permis de conduire, par exemple, à Question-la-Bataille, il y a 30% des personnes qui n'ont pas leur permis de conduire, donc ça arrive fréquemment. Et C'est quand même... ça qu'il y a 27% de chômage aujourd'hui à Question-la-Bataille. Eh bien, n'hésitez pas à appeler le standard de Castilab. Je peux vous donner le numéro de téléphone. Allons-y. C'est 07 48 14 09 73. Puis vous indiquez que vous souhaitez bénéficier de l'offre de mobilité pour aller sur le travail. Et nous, on peut vous amener, on peut vous récupérer à moindre coût. Ce qu'on appelle un transport d'utilité sociale. Ok. Nous avons un autre appel, tout de suite. Alors, à qui ai-je l'honneur et racontez-nous votre problématique. Alors, je souhaiterais rester anonyme. Je peux juste vous dire que je suis une personne d'une trentaine d'années qui occupe un contrat en CDI depuis quelques années déjà. Et j'avais une question concernant mes conditions de travail où je me suis un petit peu renseignée. Il semblerait que mon employeur ne respecte pas la réglementation en matière de durée du travail. C'est-à-dire que je peux travailler plus de 12 heures par jour et ne me prévient pas toujours de mes horaires une semaine sur l'autre. Ah oui, c'est-à-dire tant que vous n'avez pas fini le travail, il vous oblige à continuer, c'est un peu ça. Oui. D'accord. Alors oui, effectivement, là, à mon avis, il y a de quoi faire. Je crois que
réglementation maximale, c'est 12 heures de travail consécutif. On n'a pas le droit de dépasser, et encore 12 heures, c'est dans des cas particuliers. Alors, comment vous pouvez aider notre auditrice, Monsieur Florian ? Alors, à vrai dire, la question de la durée du travail, c'est vraiment une question très, très technique, parce qu'en fonction de la branche d'activité dans laquelle vous vous trouvez, forcément, les règles peuvent diverger énormément d'un secteur à l'autre. On a énormément aussi de dispositions conventionnelles, de conventions collectives particulières, qui font que, en fonction de votre durée journalière, de la durée hebdomadaire, on peut prévoir des organisations du temps de travail totalement différentes. Donc, naturellement, vous devez être en mesure de prévoir votre temps de travail pour la semaine à venir et pour le mois. Et le fait d'être assujetti à des contraintes qui font que vous ne pouvez pas savoir à quelle heure vous allez commencer le travail ni à quelle heure vous allez terminer, c'est forcément critiquable. Alors il faudrait regarder ça plus en détail, mais on ne peut pas vous faire travailler 12 heures, 5 ou 6 jours par semaine. Nécessairement, déjà on dépasse, il est possible que vous dépassiez largement le contingent d'heures supplémentaires, puisqu'il y a un quantum d'heures supplémentaires maximum qu'on ne peut pas dépasser en principe, sauf autorisation de l'inspection du travail. Et dans votre cas, il est possible que vous soyez au-delà des seuils qui sont autorisés par le Code du travail. Ah oui, donc c'est possible. Vous en avez parlé, ça, madame, à votre employeur ? Alors, j'ai un petit peu peur de la réponse qui peut m'être donnée parce que je sais que j'ai des anciens collègues qui ont essayé un peu de rediscuter ces 12 heures de travail d'une journée, et c'est vrai qu'il y a toujours cette crainte de perdre son emploi. Au sein de votre entreprise, oui, il y en a. Pour jouer ce rôle justement d'arbitre un peu. Oui, en tout cas d'interlocuteur avec l'employeur, pour pouvoir initier le dialogue. Mais il faut que vous puissiez peut-être trouver un intermédiaire qui permette de lancer ce sujet au sein de votre entreprise. Donc d'abord une discussion avec l'employeur de façon formelle mais courtoise. Donc trouver peut-être de l'aide à travers votre syndicat ou à travers une personne qui puisse vous aider à oser demander en quelque sorte. Et après, si le patron ou la patronne refuse d'entendre ces arguments, là ça passerait peut-être par un accompagnement juridique. Oui, malheureusement, quand il n'y a pas de conciliation possible, quand il n'y a pas de communication, vous pouvez vous faire assister d'un avocat, bien sûr. Envisager de saisir le conseil de prud'homme, qui en dernier ressort sera à même de trancher ce genre de difficultés. Il faut savoir que l'absence de respect du temps de travail, c'est une cause potentielle de rupture du contrat de travail au tort de l'employeur. C'est-à-dire que quand un employeur ne respecte pas ses obligations essentielles, le conseil de prud'homme peut rompre le contrat au tort de l'employeur et prévoir l'indemnisation correspondante à la faveur du salarié. Donc, bien sûr, ce sont des cas extrêmes, mais si réellement vous vous trouvez dans une impasse et que vous ne pouvez plus envisager de travailler dans de telles conditions, on peut comprendre, il faut peut-être penser à vous faire assister, déjà à prendre conseil, bien sûr, pas rester isolé par rapport à ce genre de situation, et vous en remettre à la justice si vraiment votre employeur refuse de revenir à la raison. Est-ce qu'au niveau du droit du travail, est-ce qu'on a de plus en plus de questions comme ça qui ouvrent à une nouvelle forme de travail en quelque sorte, que ce soit de la polyvalence, que ce soit travailler pour plusieurs employeurs, d'autres formes que le salariat traditionnel où on bosse 35 heures par semaine pour un patron? Alors oui, bien entendu. La problématique, c'est que c'est souvent subi en réalité. C'est-à-dire qu'on a une précarisation d'un certain nombre de tâches ou de métiers. Et là, ce qui est magnifique dans ce qu'on entend, c'est que c'est choisi. Ouais. Et c'est fait de manière intelligente. Et donc, utiliser la compétence des gens et redonner ces titres de noblesse à la polyvalence en réalité. Parce qu'on est de plus en plus dans des métiers de niche et où on demande une ultra spécialisation des tâches. Et là, ce qui fait la richesse, semble-t-il aussi de l'expérience, c'est que on donne aux salariés la possibilité d'exercer ses talents dans des domaines très variés en réalité. Personnellement, ce que j'entends, ça me séduit et je trouve ça très précieux. Malheureusement, je pense que pour l'instant, l'expérience est peut-être pas suffisamment développée. Moi, dans mon métier d'avocat, forcément, c'est malheureusement pas le plus grand nombre qui a accès à ce type de travail.
Mais je pense que c'est une voie qui effectivement mérite qu'on s'y attarde. C'est quoi le top 3 des questions en termes de droit de travail pour lesquelles on vient vous voir, Florian Beckham? Malheureusement, aujourd'hui, le harcèlement moral, la souffrance au travail sous toutes ses formes, a envahi le champ du droit du travail, que ce soit ce qu'on appelle dans notre jargon les risques psychosociaux, donc le surmenage professionnel, le burn-out, ce sont des problématiques qui reviennent souvent. Les problématiques de santé, bien sûr, avec les maladies professionnelles, les accidents du travail, les inaptitudes, qui sont des sources d'insécurité pour le travailleur, qui passe la plupart de son temps dans des fonctions qui parfois usent le corps et usent aussi l'esprit. Et donc ça, ce sont malheureusement bien souvent les premières problématiques qui nous sont soumises. Aujourd'hui, on vient vous voir pour ça, mais est-ce que les lois sont suffisamment précises pour pouvoir répondre à n'importe quelle problématique, que ce soit du harcèlement du travail, du burn-out, ou des problèmes de santé physique ou psychologique? Oui, alors, on a un arsenal juridique qui est aujourd'hui très important, mais comme souvent, la nécessité d'information, le manque d'information des personnes concernées fait que beaucoup de personnes qui pourraient demander la reconnaissance d'une maladie professionnelle, par exemple, ignorent comment procéder. C'est souvent aussi un parcours du combattant, malgré tout. Quand on a affaire à la justice, c'est jamais simple. Et donc, vaut mieux toujours favoriser le dialogue, l'information, l'accompagnement, plutôt que le conflit. J'imagine que ce manque d'information, il se retrouve des deux côtés. Côté salarié comme côté employeur, où quelquefois on a la méconnaissance de la loi et c'est peut-être pour ça qu'on abuse. Oui, c'est pas toujours en conscience, effectivement, mais on est dans un monde de plus en plus technique. Alors, c'est pas à vous que je vais apprendre que le droit, c'est une matière qui se complexifie comme notre société, au final. Donc, on a besoin d'experts, d'avocats spécialisés. Pareil pour la médecine, des médecins qui sont de plus en plus spécialisés dans certains domaines. Donc, le manque d'information aussi bien du côté du salarié que de l'employeur va faire qu'il y a parfois des crispations inutiles, des solutions qui ne se présentent pas parce qu'on ignore qu'elles existent. Et c'est vrai que nous, notre rôle d'avocat, parfois, c'est tout simplement de jouer un rôle d'intermédiaire, de redonner du dialogue, d'essayer de remettre un petit peu de souplesse dans des situations qui se sont crispées inutilement. Il y a de la médiation aussi. Oui, on essaye de la favoriser, et puis que ce soit tous les intervenants, d'ailleurs, les syndicats y compris, le conseil de prud'homme, la première phase dans un contentieux prud'homal, c'est l'audience de conciliation. Un peu comme on fait dans les divorces, on essaye avant de... Parce que une décision de justice, de toute manière, c'est toujours un échec. C'est jamais satisfaisant. Et il y a rarement un gagnant et un perdant. Il y a souvent deux perdants, en réalité. Donc, vaut mieux éviter d'avoir recours au juge et de trouver des solutions satisfaisantes en se faisant accompagner, bien sûr. Vous avez des médiateurs, vous avez des avocats, vous avez des gens de plus en plus qui sont là pour trouver des solutions alternatives. Vous diriez qu'il y a davantage besoin de sensibilisation, d'information ou de légiférer? Plus on fera simple et plus on fera efficace. Je crois qu'on n'a pas besoin de rajouter des lois aux lois, de complexifier plus les choses qu'elles ne le sont déjà. Et d'ailleurs, pour le salarié qui ne passe pas son temps dans les codes ou dans les livres de droit, plus on fera simple, notamment au niveau des conventions collectives par exemple, plus ce sera compréhensible par chacun et plus ce sera protecteur en réalité. En tout cas, s'il y a un problème de droit que vous avez cité par exemple, que ce soit harcèlement ou etc., le premier réflexe, c'est d'aller vous voir, c'est d'aller voir les syndicats, quelle est la première démarche à faire quand on a une problématique de droit du travail comme ça? Oui, c'est de ne pas rester isolé, de s'informer, d'aller voir, alors pour un travailleur, classiquement, ses interlocuteurs privilégiés, ça va être les représentants du personnel quand il y en a, la médecine du travail qui est là aussi pour délivrer des informations, les avocats qui font habituellement du droit du travail, et puis tout un tas d'associations qui sont là sur le territoire et qui accompagnent les personnes aussi bien dans des problématiques strictement de droit du travail, mais aussi souvent plus larges, parce qu'on n'est pas juste un travailleur, on est aussi un père ou une mère de famille, on a d'autres difficultés, et ce sont souvent des problématiques qui dépassent le strict champ du droit du travail. Oui, c'est polyphonique en quelque sorte. Oui, aujourd'hui, on a besoin de toute façon souvent d'un accompagnement beaucoup plus global dans des problématiques qui sont diffuses au sein de la famille, au sein du travail. Ouais. Vous l'avez souligné, il y a des associations aussi qui aident et c'est important de le dire parce que souvent la question du coût fait peur aussi. C'est-à-dire est-ce que je vais voir un avocat quand j'ai un problème avec mon employeur ou quelque chose? Des fois on hésite.
parce que forcément, il y a un coût initial. Donc peut-être commencer par une association permet de... Oui, alors après, je pense qu'il ne faut pas en faire un tabou. Un avocat, c'est pas cher, contrairement à ce qu'on croit. C'est-à-dire qu'en tout cas, le conseil n'est pas cher. Pousser la porte d'un avocat et aller demander un conseil pour une consultation, ça ne vous coûtera pas plus cher que d'aller voir votre médecin, ou enfin en tout cas un médecin spécialiste. D'accord. Donc, et ça peut éviter beaucoup de problèmes. Donc rien ne vous oblige, parce que vous poussez la porte d'un avocat, de faire une procédure, d'aller vous battre devant un tribunal. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est d'aller prendre de l'information. Et si vraiment vous êtes en précarité ou en difficulté, il y a des dispositifs comme l'aide juridictionnelle qui vous permettent d'avoir une consultation gratuite. Et l'Ordre des avocats, d'ailleurs, organise des permanences tout au long de l'année de consultations gratuites dans tous les domaines du droit pour permettre justement aux personnes en situation financière peut-être difficile d'avoir accès à l'information. D'accord, c'est un bon conseil, on suivra. Alors je vous coupe parce que nous avons un nouvel auditeur ou une nouvelle auditrice qui nous a appelé. Alors, à qui ai-je l'honneur? Allô? Oui, bonjour, je vous appelle, voilà, il se trouve que mes 2 enfants sont majeurs, ma grande vient de terminer ses études, et je suis un peu inquiète parce qu'elle a prévu de passer 1 an à l'étranger, alors en faisant du woofing, en faisant plein de choses, mais la question c'est, est-ce que si elle fait des dettes, parce qu'à mon avis c'est quand même un budget conséquent, est-ce que je suis obligée de payer les dettes de mes enfants majeurs? Les dettes de vos enfants majeurs, c'est-à-dire que si je comprends bien, elle fait du woofing, elle part un peu, elle veut pas partir à l'étranger, mais elle a des dettes et elle vous oblige à les payer, c'est ça? Elle considère que comme vous êtes sa mère, vous êtes obligé de lui payer les dettes. Ça concerne plutôt le droit de la famille. On va donner donc la parole à Madame Assine. Oui, bonjour madame. Donc votre question était relative à la question de la prise en charge des dettes de votre fille majeure, c'est ça? Fille contracte des dettes maintenant qu'elle est majeure, est-ce que je suis obligée de payer pour elle? Maintenant qu'elle est majeure. Alors, normalement, dès lors que votre fille est majeure, elle est redevable elle-même des dettes qu'elle a pu engager sur ses ressources et sur ses biens. Donc, si elle habite, par exemple, chez vous et qu'elle ne dispose pas de biens qui lui soient propres, puisqu'elle vit à votre domicile et que tout vous appartient, s'il y a un recouvrement de créances, ça veut dire qu'on envoie un huissier pour tenter de recouvrer la dette qu'elle doit, l'huissier ne pourra pas saisir les biens qui ne lui appartiennent pas. Mais en revanche, si elle est titulaire, par exemple, d'un compte bancaire sur lequel il y a de l'argent, ces sommes-là pourront être appréhendées. D'accord ? D'accord. Mais pas le compte qui est ouvert à votre nom à vous. Quand on est mineur, il est nécessaire de donner l'accord du parent. Et donc, le parent s'engage et en général, il est solidaire du paiement. Et à compter de la majorité, si elle a pris des engagements toute seule, elle est redevable des sommes qui sont dues, mais sur son seul patrimoine. Ça veut dire ses biens à elle et son argent. Est-ce que ça répond à votre question, madame? Oui, très bien, merci. D'accord, mais merci beaucoup. Ça souligne plein de questions parce que, y compris sur le droit du logement, on le sait très bien, le logement c'est compliqué, notamment dans le Libournais, et souvent on demande des garants. Il faut Des cautions. une caution et il faut un certain nombre de garants qui puissent être garants du loyer. Admettons, la personne qui est dans le logement ne peut pas payer son loyer, on s'adresse au garant. Le garant a momentanément une difficulté financière, ne peut pas payer lui non plus. Comment on fait ? Alors, en général, la caution, elle est assignée en justice en même temps que le débiteur des loyers par le propriétaire. Et il demande une condamnation, ce qu'on appelle solidaire, tant du locataire que de la caution. Ça veut dire que pour celui à qui les loyers sont dus, c'est en général le propriétaire ou le bailleur, peu importe la personne qui est solvable, on va solliciter le locataire ou sa caution pour obtenir le paiement. Voilà, de façon tout à fait indifférente. Donc parfois, on a des cautions qui sont amenés à payer l'intégralité des loyers qui sont dus par le locataire, alors même qu'il n'a pas joui de l'immeuble. En revanche, il faut faire toujours attention aux engagements de caution qui sont fixés de façon très stricte par la loi. Donc l'engagement de caution doit répondre à des prescriptions formelles. Et souvent, en fait, si la formalité n'a pas été faite correctement, on peut, devant le juge, contester l'engagement de la caution en contestant l'engagement qu'il a pris. Voilà. Et ça permet à la caution d'échapper à ses obligations. D'accord. Puis il y a peut-être aussi des dispositifs d'aide, garantie premier... Alors, pour la garantie, c'est-à-dire que pour prendre un garant, une caution, on appelle ça comme ça juridiquement une caution, soit on peut solliciter une personne physique que l'on connaît, qui va correspondre aux conditions financières qui sont fixées par le bailleur. En général, c'est 3 fois le montant du loyer, etc. Et on peut aussi, à défaut, s'orienter vers les fonds de solidarité, notamment par exemple le FSL, qui va offrir une garantie au locataire et donc au propriétaire
sachant qu'en plus le FSL, lui, a des limites, c'est-à-dire qu'il y a des plafonds de prise en charge. Et le propriétaire peut, si cette garantie lui paraît suffisante, permettre au locataire de signer le bail avec cette garantie du FSL. D'accord, eh bien merci beaucoup pour ces petites précisions logement, famille et argent, parce qu'il y a souvent des problématiques d'argent là-dedans. On va faire une petite pause musicale. Si vous voulez nous appeler, 06 25 59 69 22. Florian Beckham et Madame Assine, je ne connais pas le prénom, sont là pour répondre à vos questions. Nous avons un auditeur ou une auditrice à l'antenne. Alors, allô, est-ce que vous nous entendez ? Oui, je vous entends. Du coup, voilà, je vous appelle. J'aurais une question par rapport aux droits des familles. Voilà, j'ai actuellement une succession en cours d'un appartement sur la communauté de Bon. Et le problème, c'est qu'on a des personnes de la famille qui refusent de vendre le bien de l'appartement et on aurait voulu savoir quelle est la démarche à faire. Apparemment, une problématique classique. À votre visage, on a vu que c'était une question souvent posée. Oui, bonjour. Donc effectivement, c'est une problématique qui revient souvent en droit des successions, en présence de nombreux héritiers dont un n'est peut-être pas d'accord sur le prix de vente ou même le principe de la vente du bien immobilier. La première question est de savoir si un notaire a été saisi par la succession. Oui, d'accord. Oui, exactement, on a un notaire. D'accord. Le notaire a envoyé un document à chaque personne de la famille. D'accord. Et donc, il y a juste la personne qui est directement en lien, donc la deuxième héritière, parce que du coup, il y a deux enfants, mais des deux mis-enfants, on appelle ça, des liens, mais qui ne sont pas directs. Alors que la personne est avec ma soeur, par exemple, est en lien direct, mais malheureusement, elle ne veut pas vendre, en fait. Alors, la question est de savoir si le notaire a été désigné de façon amiable. Est-ce que c'est vous qui l'avez directement saisi ou est-ce qu'il a été désigné par un juge ? Alors là, je vous avoue que je ne sais pas. Alors, je vous explique juste la procédure. Si c'est un notaire qui a été saisi amiablement, effectivement, il peut envoyer un courrier, mais il n'a pas de pouvoir coercitif à l'égard de l'héritier qui est défaillant. Et si vous avez par exemple saisi un notaire, enfin demandé la désignation d'un notaire par voie de justice, ce dernier va dresser ce qu'on appelle un PV de carence. Ça veut dire qu'il va mettre en demeure l'héritier de répondre à ses injonctions. S'il ne répond pas, il va dresser un procès verbal qui vous permettra de solliciter du magistrat, soit l'ouverture de la succession, ça n'a pas été déjà fait, et la fixation des droits de chacun. Et vous avez aussi une procédure qui permet d'obtenir du juge l'autorisation de mettre en vente un bien immobilier pour le compte de la succession malgré le désaccord de l'un des héritiers. Il faut que vous justifiez d'un intérêt, évidemment, c'est-à-dire la nécessité de vendre le bien parce qu'il se détériore et parce que pendant ce temps, il faut l'entretenir et qu'évidemment, l'absent ne prend pas en charge les frais. Et l'évaluation, c'est-à-dire le montant auquel vous voulez vendre le bien immobilier. Le juge vous donne une autorisation, par exemple, de passer l'acte hors la présence de cette personne. Les fonds sont ensuite consignés par le notaire. Et le notaire, comme en fait, il a de l'argent liquide et non pas un bien immobilier qui est difficile à partager, il procède ensuite à l'évaluation des droits de chacun et à la libération des fonds. D'accord. Et la question un peu indirecte, c'est comment ça se passe si la vente des biens ne veut pas rembourser la totalité des bénéficiaires? Des dettes. Alors, c'est-à-dire, s'il y a des dettes qui sont plus importantes que le montant du bien ? Oui, tout à fait. Alors, si les dettes sont plus importantes que le montant du bien, ça signifie que la succession est déficitaire.
Donc, vous n'êtes pas obligé d'accepter une succession. Vous pouvez avoir 2 options. C'est une acceptation sous réserve de vérifier en fait quel est justement l'actif ou le passif de la succession. Donc, vous acceptez sous réserve qui est évidemment de l'actif. Et sinon, vous avez aussi la capacité de renoncer à une succession. D'accord ? Ça se fait tout simplement par déclaration au greffe du tribunal. Vous vous y rendez et vous posez la question. Il faut juste savoir qu'à partir du moment où vous recevez une sommation par voie d'huissier pour que vous fassiez ce choix, une option dans la succession, vous avez un délai restreint qui est de 4 mois. Je crois 4 ou 6 mois. De mémoire, je vous dis ça, mais je ne sais plus trop. Je crois qu'il va falloir prendre rendez-vous avec vous. Mais sinon, vous prenez rendez-vous, ce sera plus simple. Parce que ça... Effectivement, le droit de succession, c'est très complexe. Mais je pense que la première démarche que vous devez faire, c'est peut-être interroger votre notaire sur la capacité qu'il a ou non de dresser un procès-verbal de carence ou de difficulté. Et dans ce cas, après, s'il vous dit qu'il ne peut pas agir parce que soit il n'a pas été nommé par le tribunal, par exemple, le plus sage serait de prendre rendez-vous auprès d'un avocat, madame. D'accord. Eh ben, merci pour toutes ces explications. Eh bien, très bien. Je pense que je vais vous libérer. On arrive à la fin de cette émission. Merci infiniment d'avoir participé à cette émission en direct et en public. Hein. C'est pas évident. Mais en tout cas, bravo à vous. Continuez. On peut vous applaudir très fort pour cette participation à cette belle émission radio. Merci beaucoup. Une production IT Radio.